Bonjour, je suis Vincent Farras, je suis auteur, metteur en scène et comédien et j'enseigne le théâtre au Conservatoire du 10e. Alors, je vais vous parler dans cette vidéo de l'histoire des espaces théâtraux, des espaces scéniques. Je ne vais pas parler de tous les espaces, c'est-à-dire que on va se concentrer, je vais parler uniquement du théâtre occidental et des édifices en dur. C'est-à-dire parce qu'effectivement, il y a toujours énormément de théâtre de rue, de théâtre de foire, tout ça. Là, je vais me concentrer vraiment sur les édifices théâtraux. Et donc, on va traverser de manière assez rapide, quand même 2500 ans d'histoire, parce que les premiers théâtres en dur donc, sont les théâtres grecs. Donc là, on est en moins 500 avant Jésus-Christ, à Athènes, et c'est une époque où le théâtre est également une cérémonie religieuse et un vrai rite social politique. C'est 10 jours par an et tous les citoyens sont rassemblés pour assister à du théâtre, justement. Et alors, à quoi ressemble ce théâtre grec? C'est un théâtre qui est complètement ouvert sur l'extérieur, c'est du plein air, et donc ouvert sur le ciel, mais ouvert aussi sur l'horizon. C'est-à-dire que les spectateurs sont en hémicycle, donc ils se voient, les comédiens jouent au milieu, et sur scène et un petit peu derrière, et en fait il n'y a pas... il y a un tout petit mur derrière les comédiens, mais comme les gens sont... Comme les spectateurs, c'est gradinage, les spectateurs voient l'horizon derrière les comédiens. Et ça, c'est vraiment très important, en fait. C'est-à-dire que c'est un théâtre qui est ouvert sur le ciel et sur l'horizon. Ensuite, on traverse quelques siècles et on arrive au théâtre romain. Alors là, le théâtre n'a pas du tout le même sens que dans la Grèce antique. C'est pas du tout un rituel religieux. C'est vraiment, les Romains ont un rapport au théâtre qui est vraiment davantage genre du divertissement. Et alors, ils reprennent l'architecture du théâtre grec. Simplement, au fond, derrière les comédiens, ils mettent un mur. Ce qui fait qu'on a un théâtre où les spectateurs se voient toujours les uns les autres, qui est toujours en hémicycle, qui est toujours en plein air, ouvert sur le ciel, mais qui n'est plus ouvert sur l'horizon. C'est-à-dire qu'on a un focus quand même sur la fiction, sur ce qui se passe sur scène. Là, je fais une petite parenthèse parce que là, ensuite, on arrive à l'époque médiévale. Et alors là, c'est assez intéressant. À l'époque médiévale, il n'y a pas de théâtre en dur au sens strict parce que les différents types de théâtre se font, soit dans la rue, soit dans des lieux non théâtraux. C'est-à-dire qu'on a les mystères et les miracles qui sont, en fait, c'est du théâtre sacré. Ce sont des représentations de la passion du Christ et de la vie du Christ qui se font du coup dans les églises. Donc certaines se font à l'intérieur de l'église en déambulatoire. Il y a aussi des représentations qui ont lieu sur le parvis de l'église. Et sinon, de l'autre côté, à l'autre extrême du spectre théâtral, on a des farces, des sottis, un théâtre vraiment de divertissement comique. Et là, c'est sur des petites estrades, dans les foires, dans les rues, sur les ponts, voilà. Donc là, il n'y a pas de théâtre en dur, mais on a de nouveaux théâtres en dur à l'époque élisabéthaine, donc à Londres, dans le plus célèbre qu'on peut encore aller visiter, où il y a encore du théâtre d'ailleurs, c'est le théâtre du Globe. Alors, célèbre parce que c'était le théâtre de Shakespeare, où jouaient les pièces de Shakespeare. Et le théâtre du Globe, en fait, finalement, on peut dire que c'est une déclinaison du théâtre romain dans le sens où, alors c'est différent du théâtre romain parce qu'il est en cercle. Il est complètement en cercle. Mais par contre, les spectateurs, la scène est accolée sur un des arcs de cercle. Et voilà, les spectateurs, en fait, sont donc un peu plus qu'un demi-cercle, en fait, pour voir ce qui est sur scène. Le point commun avec le théâtre romain, c'est que c'est un théâtre qui est fermé sur le plan horizontal, mais où il y a une ouverture verticale, une ouverture en plein air. Donc, voilà. Et là, c'est assez intéressant, parce que là, on a vu grec, romain, élisabétain. Et vous avez remarqué, en fait, c'est toujours du théâtre en plein air. En fait, la raison, elle est assez évidente, c'est qu'à l'époque, jusqu'à cette époque, on n'a pas de technique d'éclairage suffisamment performante pour éclairer en intérieur. C'est-à-dire que c'est pour ça que le théâtre se fait en plein air et où les représentations ont lieu le matin et l'après-midi. Le matin ou l'après-midi, le matin et l'après-midi, suivant les traditions, les périodes, voilà, ça dépend. Et donc, c'est du théâtre en plein air, et donc ça, il faut vraiment mesurer. Là, il y a presque une Peter Greenaway, d'ailleurs, lui, pour la peinture, il parle d'une révolution anthropologique même, parce que le perfectionnement des méthodes d'éclairage, c'est créer une vraie rupture. C'est-à-dire que déjà, on va avoir des théâtres d'intérieur, et c'est là on arrive au théâtre à l'italienne. Théâtre à l'italienne, en fait, ça ressemble à un théâtre romain, sauf qu'on met un toit, c'est-à-dire qu'on a des spectateurs en hémicycle et en hémicycle et une scène. En fait, alors la scène est un peu plus distante en fait du public, ce qui permet de l'illusion. Mais voilà, c'est un théâtre qui s'éclaire à l'intérieur. Et donc ça, c'est quand même vraiment une vraie révolution. C'est-à-dire qu'on passe des théâtres d'intérieur, tout comme avec les méthodes d'éclairage, on voit arriver dans la peinture des représentations de scènes nocturnes. Voilà,
Il y a vraiment des, c'est vraiment l'arrivée de l'éclairage dans l'art quelque part. C'est vraiment un changement majeur. Et donc voilà, on arrive au théâtre à l'italienne, mais on a toujours donc des spectateurs en hémicycle, donc ils se voient les uns les autres. Et ensuite, 19e et puis surtout 20e siècle, ces spectateurs, on va arrêter de les mettre en hémicycle, on les met vraiment face à la scène et on arrive à l'espace contemporain, c'est-à-dire à l'espace frontal. C'est-à-dire l'espace frontal, c'est un espace où la scène et les spectateurs se font face. En fait, c'est-à-dire que les spectateurs ne se voient plus en fait dans l'espace frontal. Les spectateurs voient ce qui est sur. Alors, si on se voit, c'est-à-dire qu'on voit l'arrière de la tête des gens qui sont devant nous. Mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec voilà. Et alors, pour faire donc du coup un résumé très très éclair, on pourrait dire que le théâtre grec est un espace donc où les spectateurs se voient. C'est un espace qui est ouvert et sur l'horizon et sur le ciel. Vous mettez un mur, vous avez le théâtre romain, vous le faites en sève, vous avez le théâtre élisabétain, vous rajoutez un toit, vous avez le théâtre italien, vous mettez les spectateurs droits, vous avez le théâtre frontal, quoi, en gros. Là, c'est vraiment 2500 ans traversés très très vite. Et alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de se poser la question de qu'est-ce que ça raconte, en fait. Parce que, alors, ce qui est vraiment important de noter, c'est que c'est une évolution. C'est pas un progrès. C'est-à-dire dans le monde de l'art, dire que ça progresse, ça n'a pas beaucoup de sens en fait. C'est quelque chose, en fait, ça n'aurait aucun sens de dire tel espace est mieux que tel autre en soi. Ça n'a pas de sens. Simplement, l'être humain évolue, l'histoire évolue, donc l'art évolue, le théâtre évolue, et donc les espaces théâtraux évoluent. Mais voilà, c'est des évolutions, des changements liés à l'histoire et à l'évolution de l'être humain. Donc c'est pas un mieux. Hein, je veux dire, c'est juste, c'est là une donnée historique. Et alors, qu'est-ce que ça raconte? C'est intéressant, en fait, si on prend un peu un spectre sur 2500 ans, qu'est-ce que ça raconte? Ce qu'on peut voir, c'est que, en fait, on va de plus en plus vers quelque chose qui est immersif par rapport à la fiction. C'est-à-dire que dans le théâtre grec, on joue vraiment à la fois au milieu des spectateurs, au milieu des éléments, tout est à vue. C'est quelque chose qui est un rituel qui est complètement ouvert. Et aujourd'hui, à l'autre extrême, le théâtre frontal, on est dans quelque chose où il y a un contact presque direct, en fait, entre la fiction, entre ce qui est sur scène et les spectateurs. C'est-à-dire que l'expérience, le théâtre est toujours une expérience collective, mais on peut dire que dans l'espace frontal, elle l'est moins d'une certaine manière. C'est qu'elle est à la fois collective et individuelle. C'est-à-dire que tout est fait pour que l'individu ait un contact le plus direct avec la fiction. Et c'est aussi un espace, du coup, plus d'illusion, plus fictionnel. C'est-à-dire qu'un théâtre qui est en plein air, qui est ouvert, s'assume plus comme théâtre. Alors que dans l'espace frontal, on va être plus dans le fait de faire oublier ce qui est théâtre pour faire oublier l'illusion. Mais ce qui est en fait encore plus une illusion, quelque part. C'est pour ça que je dis qu'on va de plus en plus vers l'immersion et vers l'illusion. Parce qu'effectivement, voilà, l'être humain change, tout ça. Alors, c'est ce qui est intéressant de se dire aussi, alors je rappelle, c'est ce que je disais au début de la vidéo, il s'agit, là j'ai parlé des formes dominantes. Il y a toujours eu des formes alternatives à toutes les époques de l'histoire et aujourd'hui aussi, heureusement. Et là, alors pardon, je vais revenir à ça, mais ce que je voulais dire aussi par rapport à la question des formes dominantes, là l'espace frontal est notre espace dominant aujourd'hui. Dominant pas seulement au théâtre, parce qu'il y a un autre art qui est arrivé, qui est complètement dominant, enfin, qui domine largement le théâtre aujourd'hui, en tout cas en termes de nombre de spectateurs, c'est le cinéma. Et le cinéma, c'est l'espace frontal par excellence. Hein. C'est un écran plat face à des gens qui le regardent, voilà. Et on pourrait dire de manière un peu provocatrice finalement que même l'espace frontal ultime, c'est le smartphone. En fait, hein. Le smartphone, c'est un individu seul qui fait face à un rectangle. Donc voilà, on peut pas être plus frontal. Mais alors, oui, c'est important de se dire que c'est donc là, je parle d'espace dominant. Mais il y a évidemment énormément de choses. Hein. Encore heureux, il y a plein de compagnies de théâtre qui jouent. Heureusement, il y a encore des théâtres non frontaux. Il y a aussi beaucoup de théâtres, quelques théâtres en France qui sont amovibles. C'est-à-dire, il y a des théâtres où vous pouvez changer les gradins. C'est ce qui fait que ça permet effectivement de travailler sur du bifrontal, du quadrifrontal, du circulaire. Et il y a aussi plein de compagnies aujourd'hui qui travaillent dans des lieux non théâtraux. Il y a le théâtre de rue, mais pas seulement. Enfin, on peut aller jouer dans des espaces non théâtraux. Donc voilà, il y a énormément de gens, de compagnies qui travaillent pas dans le frontal. Là, je parlais de l'espace dominant. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, quoi qu'il arrive, de réfléchir aux espaces dominants, parce que ça permet de savoir déjà dans quelles données historiques on se situe, de comment travailler avec ce cadre-là et de comment aussi contrer ce cadre-là, c'est-à-dire travailler hors du frontal, c'est-à-dire pour le questionner et pour ouvrir de nouveaux possibles.